Mali, la guerre est-elle perdue? Jeudi 18 avril 2019, au Mali, sous la pression des islamistes maîtres de la rue, le Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga a choisi de démissionner avant d'être chassé par une motion de censure et une manifestation destinée à faire pression sur les députés. Dans cette crise téléguidée par des notables islamistes, eux-mêmes ralliés au wahhabisme et qui poursuivent des buts personnels, en alliance avec les djihadistes de Yad Ag-Ghali, qui sera donc le prochain Premier ministre. Quoi qu'il en soit, l'incertitude grandit pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, de plus en plus fragilisé politiquement et confronté à une grève des enseignants, à une forte grogne sociale et à une situation sécuritaire qui se dégrade très fortement. Au milieu de ces luttes de pouvoir auxquelles elle est totalement étrangère, se trouve la force Barkhane, qui doit faire face à un climat de plus en plus hostile. Ainsi, le vendredi 5 avril 2019, à Bamako, à l'appel de Mahmoud Dicko, imam wahhabi dont le mandat de président du Haut Conseil islamique du Mali s'achève le 21 avril 2019, et du shérif de la ville de Nioro, Mohamed Ould Bouillé, des dizaines de milliers de manifestants exigèrent le départ du président IBK. Ils étaient porteurs de banderoles sur lesquelles était inscrit, je cite, « Le seul problème du Mali, c'est la France » ou alors « Stop au génocide de la France au Mali ». Les souvenirs de la joie populaire accueillant les soldats de Serval sont donc bien oubliés. Pour le moment, le président IBK est soutenu par les dirigeants de la Ligue des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali, laquelle n'avait pas appelé à la manifestation, et par le célèbre prédicateur Chérif Ousmane Madani Haïdara, partisan de l'islam traditionnel face au wahhabisme importé par les prédicateurs saoudiens. Tout procède de la mauvaise gestion politique de la victoire militaire remportée par Serval. Alors qu'il aurait fallu conditionner notre intervention à des concessions constitutionnelles au profit du Nord Touareg, paralysé par leur universalisme, nos diplomates ont tout au contraire entretenu Bamako dans le mythe du vivre ensemble, à travers l'illusion électorale qui, en Afrique, débouche presque toujours sur l'ethno-mathématique. Les Maliens ont donc cru que nous avions reconquis le pays pour leur compte et que tout pouvait donc continuer comme avant. Résultat, la situation a complètement dégénéré. Au nord, le narcotrafic, au sud, les guerres ethniques. Le nord du Mali est devenu un espace libre pour l'industrie de la contrebande, le djihadisme y étant le paravent du narcotrafic. Les affrontements entre les groupes, rapidement expliqués à travers des rivalités politiques, y résultent le plus souvent de tentatives d'élargissement des zones d'action des réseaux. En réalité, dans la guerre à laquelle se livrent les uns et les autres, dans l'océan du désert, les carrefours sont les ports par lesquels passe obligatoirement la cocaïne à destination de l'Europe. C'est donc autour d'eux que se déroulent les combats. Au centre et au sud du Mali, ce n'est pas le trafic de drogue, mais la résurgence de conflits antérieurs à la période coloniale qui a fait entrer des querelles paysannes amplifiées par la surpopulation et par la péjoration climatique dans le champ du djihad régional. En effet, dans le Mali central et dans le nord du Burkina Faso, les actuels massacres de Peuls par des Dogons et de Dogons par des Peuls découlent d'abord de conflits datant de la fin du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle, quand la région fut conquise par des éleveurs Peuls dont l'impérialisme s'abritait derrière le paravent du djihad.
L'ethnisation du conflit a pris une forme de plus en plus radicale avec la constitution de groupes ethniques d'autodéfense Bambara, Dogon et Peul. Par capillarité, le mouvement a touché le nord du Burkina Faso à partir de 2017. Dans ces conditions, la guerre est-elle perdue? Les islamistes ont-ils gagné? Les piètres prestations de l'armée malienne pourraient le laisser penser. Ainsi, le dimanche 17 mars, quand la garnison de Dioura, forte de 200 hommes surarmés et équipés à neuf, a fui devant une quarantaine d'assaillants, leur abandonnant matériel, armement et véhicules. La situation est cependant différente au nord et au sud du pays. Au nord, région qui constitue le flanc sud de l'Algérie et où la solution passe par une réelle décentralisation, la clé de la situation est détenue par Alger. Par le passé, l'Algérie a ainsi assuré toutes les précédentes médiations avant de parrainer l'accord d'Alger du 15 mai 2015 pour la paix et la réconciliation. Ces services ont des contacts avec Iyad Ag Ghali, le parrain régional qui, s'il n'est pas abattu, et que cela plaise ou non, sera l'homme par lequel passera le futur règlement. Le problème est que, si par malheur l'Algérie sombrait dans une situation à la syrienne, au Mali nous serions en présence d'une afghanisation. Au sud, ou avant d'être celui de l'économie ou du développement, le nœud du problème est celui des rapports interethniques. Le conflit n'a pas coagulé. Le djihad, qui a pour but la fondation d'un califat transethnique, bute en effet sur la réalité ethnique, car les énormes fossés séparant les protagonistes ont jusqu'à présent empêché l'engerbage. Résultat, le djihadisme se trouve pris au piège des rivalités ethnocentrées qui constituent la vraie réalité sociologique régionale. Cependant, si la situation échappait à Barkhane et si le Burkina Faso tombait, la Côte d'Ivoire serait à son tour touchée. Mais heureusement, le bloc Mossi semble solide. Autrement, dans cette partie de l'Ouest sahélien, l'ultime point de résistance devrait s'ancrer autour de la robuste armée sénégalaise. L'urgence pour nos forces et pour tous ceux qui ont conscience du fait que le Sahel est notre arrière-cour est donc de connaître à la fois l'alchimie ethnique et les résurgences historiques régionales qui expliquent la crise actuelle. C'est dans ce but que je viens, nous dit l'auteur, de publier Les guerres du Sahel des origines à nos jours.